Merci de votre fidélité à nos programmes. Bienvenue dans cet autre numéro de Café Débat. Café Débat qui, comme vous le savez, donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Ce numéro est consacré justement à l'actualité politique, les élections. L'invité sur ce plateau, il s'agit de Alpha Boubacar Ba. Il est le responsable communication du parti UFDG. Avec lui, on va parler des préparatifs de ces élections du 4 février par le parti, mais aussi les quelques actualités qui minent la vie du parti à l'interne. Et avant tout ça, nous commençons par le dossier d'abord qui a un peu focalisé toutes les attentions ces derniers jours. Il s'agit du dossier assassinat du journaliste Mohamed Koula. Quelle est justement la réaction du parti? Quelles sont les démarches que le parti entend entreprendre après ce verdict qui a été décrié par la plupart des différentes parties concernées par ce dossier? Alpha Bakar, bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci de la disponibilité. Bonne année. Et première question, il s'agit de ce dossier assassinat Mohamed Koula Diallo. La réaction du parti UFDG à cela. D'abord, on sait que des gardes-corps de Cellou Dalein ont été libérés et Tchangel condamné. Bien, il faut dire que personnellement, je suis encore sous le choc. Cette condamnation de Souleymane Tchangel est une condamnation politique. Une condamnation politique. Une condamnation politique. La libération des deux détenus prouve à suffisance que les allégations de l'exécutif et d'une partie de l'opinion tendant à attribuer le meurtre de Koula Diallo à l'UFDG, donc je disais que c'était une preuve éloquente qu'on n'avait rien à voir dans ça. Bien. Il faut rappeler les faits. M. Bahouri a été exclu du parti le 4 février. Le soir même, il a reçu la notification via un huissier. Le matin du vendredi, il menace de venir participer à la réunion du bureau exécutif de l'UFDG qui se tenait au siège. Accompagné d'un de vos collègues, d'un de vos, confrères, qui lui pose la question: et si on vous refusait l'accès au siège? Il dit: seul Dieu sait ce qui va se passer. Il menace, il exécute sa menace. Il vient avec un grand groupe, un grand nombre de jeunes pour nous agresser. Nous avons pris le matin les dispositions pour appeler au secours la gendarmerie et la police et les autorités communales de Dixine et de Ratouma pour leur dire: nous allons faire notre réunion hebdomadaire. Bahouri exclu du parti, il a été notifié et il ne veut pas se soumettre. Il menace de nous agresser, de venir au siège. Venez nous protéger, jouez le rôle qu'est le vôtre, celui de protéger les citoyens et leurs biens. À notre fort étonnement, nous ne voyons ni la police ni la gendarmerie. Et après, le drame s'en est suivi. Et je rappelle que Tchangel a passé la journée avec moi. En compagnie de qui? Mohamed Koula Diallo. Qui a été assassiné par la suite. Ils étaient venus, les journalistes, toute la presse était venue m'interroger, m'interviewer sur l'exclusion de Bahouri. L'interview terminée, quelques journalistes sont restés pour chercher d'autres informations, y compris Koula. Nous sommes rentrés dans le bureau de Tchangel, on est resté là. On est venus ensemble, donc au siège. Mohamed Koula, Tchangel, avant même que la réunion ne démarre, a pris congé parce qu'il avait été appelé
par un membre de sa famille et il s'y rendait. Donc, il n'était pas là lorsque Bahouri est arrivé. Ce fatidique 4 février 2016, 5 février 2016 pour Koula, en fait, Tiangel qui vient d'être accusé à la réclusion, il n'était pas là. Il n'était pas là au moment où Bahouri arrivait. Au moment où Bahouri arrivait, Tiangel était déjà parti. On l'accuse, depuis le départ, on a voulu attribuer le décès, le meurtre de Mohamed Koula à l'UFDG. C'est ce qui a biaisé, au fait, les enquêtes. Au niveau de la reconstitution n'a intéressé que, n'a concerné que les membres de la direction nationale de l'UFDG. Nous tous, nous y avons été invités pour nous placer là où on était pour des fins de reconstitution. Par les enquêteurs. Bahouri est venu avec les enquêteurs. Bien. À notre fort étonnement. Donc ils n'ont pas inquiété Bahouri, qui quand même nous a agressés, qui a menacé, qui a agressé. Donc Bahouri n'a pas été appelé sur la scène de reconstitution? Non, il n'a pas été. Il est venu avec eux pour suivre la reconstitution. D'accord. Donc il n'a pas été inquiété. Il a été interrogé, comme témoin, le soir par le colonel Bala Samoura. Depuis que Diawara a récupéré l'affaire, alors qu'il ne devait pas, ça c'est une affaire interne à eux, à partir de là, Bahouri est devenu maintenant un témoin. Alors qu'il était accusé. C'est lui qui a agressé les gens. C'est lui qui est à l'origine des violences. On ne l'inquiète pas. Sur les images, nous identifions au moins 25 personnes qui ont accompagné Bahouri. Ces 25 personnes, une liste a été déposée aux enquêteurs. On met cette liste dans les tiroirs. Personne d'entre eux n'a été interrogé. Personne d'entre eux n'a été inquiété. Toute l'enquête a tourné autour de l'UFDG, du président de l'UFDG, des membres de la direction, nous tous, et les gardes. On s'est mis à la disposition de la justice parce qu'on voulait que la vérité éclate. Il faut dire qu'une partie de l'opinion, sous la colère, sous le coup de la colère, une grande partie de l'opinion a directement indexé l'UFDG. Tout de suite, nous avons été victimes de lynchage médiatique. C'est l'UFDG, c'est au siège de l'UFDG. Même l'autre jour, j'entendais un journaliste dire, oui, quelqu'un a été tiré quand même au sein du siège de l'UFDG, il faut que l'UFDG s'explique. En tout cas, le nom de l'UFDG reste... Bien, donc, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu trouver que d'arrêter les gardes. Parce que dès le lendemain, Bahouri a dit, c'est Amadou Sow, le garde-corps de l'UFDG de Cellou Dalein, qui a tiré. Et il continue à le dire. Même après leur libération, Bahouri était sur ce plateau. Il dit que Amadou était en possession d'une arme. C'est lui. Donc il le dit, l'enquête qui a duré 4 mois, Index prend Amadou Sow comme le principal auteur du crime. Présumé. Présumé coupable par hasard. C'est Bahouri qui l'a indexé. Dès le lendemain, l'enquête conclut que c'est lui. Donc, on arrête 20 gardes. Un décède, Mamadou Saïdou Bapé à son âme, décède là-bas, faute de soins. Les 17 sont libérés et 2 sont retenus. 2 ans après, on libère les 2 parce qu'il n'y a aucune preuve. Contre eux. Le ministère public n'a pas pu apporter la moindre preuve de leur culpabilité. De l'autre côté... Ne pouvant pas le faire, ce même ministère public, qui normalement est l'accusateur, dit de Tiangel qu'il n'a rien contre Tiangel, qu'il ne peut rien, il ne peut pas appeler à condamner Tiangel. Parce que d'abord, Tiangel n'est pas identifié selon lui. C'est vrai. Dans le dossier... Dans tout le dossier, c'est Tiangel. Tiangel n'est pas un nom. Tiangel, c'est le nom des villages. C'est-à-dire qu'il n'est pas identifié. Non, pas du tout. En violation flagrante de nos lois. Tiangel n'est pas identifié. Parce que là, nous, on parle de Suleiman Tiangel Ba, chargé de communication de l'UFDG, parce que tout le monde dit Tiangel, c'est lui. Mais si on devait se contenter de parler que du jugement et que de ce procès, du dossier, je peux dire ici, par exemple, que ce n'est pas de notre Suleiman qu'il s'agit. Parce que Tiangel, ce n'est pas lui. Il s'appelle Suleiman Ba. Il habite quelque part.
Il a une identité. Et ce procès a tourné autour d'un certain Tiangel. C'est ce qui est écrit. C'est à chaque qui... fois qu'on cite, on dit certain Tiangel. Un certain Tiangel. Un certain Tiangel. Donc pour vous déjà... Et c'est pour cette raison que le procureur a dit, je n'ai rien contre ce certain Tiangel qui n'a même pas été identifié, qui n'est pas présent, on ne le connaît pas. Donc si l'UFDG a fait une déclaration actuellement disponible sur les sites d'information où vous dites que c'est un verdict qui est rempli d'irrégularités, ça veut dire que c'est une des irrégularités bien sûr, que vous reprochez. Le fait que Tiangel ne soit pas identifié. Ne soit pas identifié. Vous comprenez? On fait un procès, tout au long du procès, depuis 2 ans, on n'arrive pas à identifier quelqu'un qu'on accuse quand même de complicité. Bien. On ne l'identifie pas. On parle d'incertain. Le juge, le procureur, tout le monde, bien, les substituts, chacun parle d'un certain Tiangel, même Baouri. Il parle d'un certain Tiangel. En violation de la loi. Baouri, quand il parle de Tiangel, il sait de qui il parle. Oui, bien sûr. Là aussi, nous parlons de notre Suleiman. Bien. Et notre Suleiman, c'est ce que je vous dis, il n'était pas là. Vous comprenez? Et pendant toute la période de comment ça se fait justement que la justice n'ait pas été au courant que celui qui vient d'être condamné là n'était même pas là avant l'incident? Parce qu'ils n'ont pas interrogé quelqu'un. Parce qu'à aucun moment, Tiangel lui-même n'a été appelé, convoqué, à aucun moment, interrogé. Suleiman Ba Tiangel, qui était là, qui n'est pas caché, que tout le monde connaît, que le monde entier connaît, il n'a été interrogé, ni interpellé, ni convoqué, rien du tout. Il était là. Donc pour vous, c'est sur base de rapportage qu'on l'a condamné? Bien sûr. Parce qu'on aurait dit que Tiangel a dit ce jour que personne ne doit filmer. Baouri, lorsque les enquêteurs ont fini leur boulot, c'est en ce moment, à la conclusion, au moment de déférer les gens, que Baouri est venu au tribunal pour dire attention, il faut mettre le nom de Tiangel parce que Tiangel aurait interdit aux journalistes de filmer parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose de préparé contre moi, contre lui-même. Vous comprenez? C'est en ce moment qu'ils ont mis Tiangel. Comme il a dit Tiangel, ils ont mis Tiangel. Le manque de sérieux qu'ils ont. Et en ce moment, Tiangel n'était plus au pays. Tiangel était là. Ah, d'accord. Tiangel était là. Ils l'ont inculpé. Il était là. Ils n'ont pas fourni une copie à celui qui venait d'être inculpé de complicité d'assassinat. Tiangel a eu des difficultés sanitaires. Tout le monde sait qu'il a une santé fragile. Il est parti se soigner. C'est lorsqu'il est parti se soigner qu'on a envoyé une convocation. Et puis après, on a délivré un mandat d'arrêt international à quelqu'un qu'on n'a jamais interrogé. Qu'on n'avait jamais interpellé auparavant. Qu'on n'a jamais identifié, qu'on n'a jamais interpellé auparavant, qu'on n'a jamais confondu. C'est pour cette raison qu'il ne pouvait pas savoir s'il était là ou pas, parce qu'on n'a pas posé de questions. Bien. Donc, nous disons que notre Suleiman, il n'est coupable de rien et il ne peut pas être coupable de quelque chose. Suleiman Tiangel, dans le monde des médias, les gens le connaissent. Il a enseigné beaucoup d'entre vous. Suleiman ne peut pas tuer une mouche. Il ne peut pas. En tout cas, il est accusé de complicité. Et en plus, regardez, on ne trouve pas de coupable, mais on condamne quand même un complice. Et justement, c'est bizarre, bizarre. Le fait que la justice n'a pas trouvé celui qui a tiré sur Mohamed Koula, cette personne qui aurait été quelqu'un de l'UFDG ou pas, ou un intrus, en tout cas, ça aurait donné la vérité sur cette affaire et donc laver l'image de l'UFDG dans cette affaire. Qu'est-ce que vous avez ressenti, étant donné qu'on a libéré 2 des vôtres, on a condamné un et on n'a pas trouvé celui qui a tiré sur le journaliste? C'est-à-dire la libération des 2 autres, ils n'ont pas pu établir, ils n'ont pas pu apporter la moindre preuve de leur implication dans ce meurtre. Ils avaient tout simplement arrêté ces gardes. Injustement. Injustement parce qu'ils voulaient forcément attribuer ce meurtre à l'UFDG. Donc c'est tout. Et Baouri, qui était bien sûr en complicité avec le pouvoir, qui voulait déstabiliser l'UFDG, isoler Cellou Dalein ou peut-être même atteindre Cellou Dalein lui-même, c'est lui qui fournissait, c'est lui qui s'est posé en procureur dans cette affaire.
C'est lui qui a dit que M. Amadou Sow était le détenteur de l'arme et que c'est lui qui a tiré. C'est lui qui a dit que l'arme, apparemment il aurait vu, la balle c'était pour lui et que l'autre a pris la balle. C'est lui qui a accusé Tiangel. C'est lui la dernière fois qui est parti pour dire attention, il faut convoquer Adji Alimatou, Panosso, tel ou tel. Et bizarrement, le procureur, il se met à convoquer des gens sur ce que Bahouri dit. Moi, je dis qu'on a clôturé cette affaire sans trouver l'assassin de Mohamed Koula, parce que tout simplement, ils n'ont pas cherché là où ils devaient chercher. S'ils avaient fait du sérieux, ils auraient arrêté Bahouri le même jour pour au moins avoir causé cette violence, pour avoir agressé les gens, pour avoir menacé avant de venir. Donc c'est prémédité. On l'aurait déjà arrêté, et si on avait mis pression sur Bahouri, il aurait dit exactement qu'est-ce qui s'est passé. Au moins, c'est-à-dire même sur le fait, on aurait dû l'arrêter sur la base peut-être d'une plainte que l'UFDG a portée contre lui pour trouble à l'ordre, je ne sais pas. Mais on l'a fait. Mais pas pour l'assassinat de... Non, mais on l'a fait, même pour l'assassinat, il est à l'origine des violences. C'est lui qui est à l'origine des violences. C'est lui qui a menacé de venir. C'est lui l'intrus, au fait. Nous, on était à notre siège, on faisait notre réunion hebdomadaire qu'on a l'habitude de faire tous les vendredis. Bien. Et la charge qu'on a retenue contre Souleymane Tiangel, on dit qu'il a empêché les gens de filmer. Il faut rappeler que la réunion du bureau exécutif n'est pas publique. Donc la presse n'y est pas invitée. Et donc si la presse vient, même si Tiangel aurait été présent et qu'il aurait justement interdit aux journalistes, il serait dans son rôle de directeur de communication qui a pour rôle de défendre l'image du parti et du leader, et donc interdire, choisir les moments où il veut qu'on filme les activités de l'UFDG. Il est libre, c'est lui le patron de la com qui dit c'est à tel moment que j'ai besoin d'une télévision chez moi ou pas. Bien. Donc il était dans son rôle, même s'il avait dit ça. Mais je vous dis clairement qu'il n'était pas là au moment des faits. Et moi, je me demande comment ça s'est fait que les enquêteurs, que la justice n'ait pas été au courant du fait que Tiangel n'était pas là au moment où les incidents ont eu lieu jusqu'à l'assassinat du journaliste, au point de l'accuser finalement de complicité de meurtre. Mais parmi les gardes qui ont été arrêtés, il y en a 2 qui n'étaient pas là le jour-là. Non, ils n'étaient pas là, mais ils ont été arrêtés et puis mis à la maison centrale, transférés à la maison centrale. Ils sont restés là-bas pendant des mois avant d'être libérés. Parce que tout simplement, on voulait ramasser de l'UFDG, on voulait broyer de l'UFDG, et puis voilà. Et cette condamnation confirme cela, c'est-à-dire qu'on n'a aucune preuve contre les gardes. Quand même, on trouve le moins. Même lorsque le procureur requiert l'acquittement, on trouve le moins de condamner Tiangel. Donc ce que je ne comprends pas dans cette affaire, le juge Mangadou Basso, je crois que c'est son nom, Bahouri, qui s'était constitué en partie civile parce qu'il dit qu'on avait planifié Cellou Dalein et ses amis de l'assassiner, n'est pas content de ce verdict du juge Mangadou Basso. Comme par hasard, l'UFDG non plus n'est pas content du verdict du juge. Et tout comme d'ailleurs l'ancien employeur de Mohamed Koula. Donc toutes les parties sont frustrées de son jugement. Lorsque au fait, là vous comprenez justement, si toutes les parties ne sont pas contentes, c'est qu'il n'y a pas eu un beau boulot. Donc c'est que ils ont biaisé tout au début. D'abord, l'autre bizarrerie, c'est lorsque vous retrouvez Bahouri qui se constitue en partie civile dans cette affaire. Alors que il n'en a pas le droit. Non, il n'en a pas, il n'en avait pas. Pour cette affaire-là, c'est un accusé. Bien. Pour cette affaire-là, tout tourne autour de Bahouri. Bien. S'ils veulent trouver le vrai coupable de l'assassinat de Mohamed Koula, ils n'ont qu'à le chercher chez Bahouri. Chez Bahouri. Ouais. Et pourtant, Bahouri aussi dit être en possession des images et des preuves que le juge n'a pas voulu exposer au tribunal et qui pourrait peut-être être accablant pour le camp Cellou Dalein Diallo. C'est ce qu'il a dit. Vous savez, à la place de Bahouri, si moi j'ai des images comme ça, je les mets sur la place publique.
Bien. Au moins, si les juges ne prennent pas en considération l'opinion. Donc, vous voulez dire à Bahouri, mettre des vidéos sur Facebook ou sur YouTube parce qu'il n'a rien. Je vous dis qu'il n'a rien. C'est du bluff. C'est du bluff. Il n'a absolument rien. Lorsqu'on l'a appelé, la première fois qu'on l'a appelé pour dire maintenant, allez, déballe ce que tu as, il a commencé à dire il faut appeler Alpha Boubacar, Banosso, telle ou telle autre personne. C'est tout. Bien. Mais lorsqu'il est, à chaque fois qu'il a pris la parole là-bas, il n'a parlé que de lui. Alors qu'on était là pour trouver le meurtrier de Mohamed Koula. C'est-à-dire qu'il s'est servi de ce procès il s'est servi de ça comme une tribune politique pour régler ses propres comptes. Bien. Donc aujourd'hui, l'UFDG se réjouit, mais il pense que c'était tout simplement normal. Non. Quand je dis se réjouit, nous ne nous réjouissons pas du fait qu'on ait relâché les deux des vôtres. Non, on ne peut pas se réjouir lorsque c'est nos droits. Le droit de ces gens-là. Ces deux gardes-corps. Oui, leurs droits étaient violés. Ils ont été arbitrairement arrêtés et détenus pendant 2 ans. L'autre a trouvé la mort de cela. Donc c'est leur droit. Ce n'est pas parce que c'est la volonté du juge ou de Alpha Condé ou de Bahouri, non. Donc on ne se réjouit pas parce qu'on a respecté nos droits. Non, c'est pas cela. Donc, et la condamnation de Souleymane Dianguel prouve à suffisance qu'ils veulent forcément maintenir cette perception qu'ils veulent que ce soit l'UFDG qui a tué, quelqu'un de l'UFDG qui a tué Mohamed Koula. Et de ce point de vue, donc, qu'est-ce que l'UFDG attend de la justice dès lors que vous avez interjeté Nous avons interjeté appel pour demander l'annulation pure et simple de cette condamnation de Souleymane Dianguel ou de leur certain Dianguel de toutes les façons. Bien. Donc on attendra la suite de ce dossier puisque tout le monde dans cette affaire, en tout cas les différentes parties, semblent aller dans le même sens, c'est-à-dire qu'on reprenne ce procès et donc ils ont interjeté appel et les avocats de l'UFDG et les avocats de Bahouri et même les autres. Moi je ne demande pas qu'on recommence un procès. Il faut qu'on soit clair. Qu'est-ce que vous demandez en clair? Je dis qu'il faut annuler la condamnation de Souleymane Dianguel. Si la justice veut retrouver le meurtrier de Koula, ils n'ont qu'à s'intéresser à Bahouri. Bien, voilà. C'est clair. Et donc de ce point de vue, on va suivre la suite de ce dossier assassinat de Mohamed Koula Diallo et passer rapidement à un autre sujet, cette fois-ci actualité politique. En route vers les communales du 4 février, tous les partis se préparent. Vous allez nous dire ce que l'UFDG pense des activités de la CENI en ce moment, notamment dans sa phase actuelle de distribution des cartes d'électeurs. Mais avant, quel est le parti en tant que tel, comment il se prépare pour ces élections communales? Beaucoup de défis à relever à maints endroits. Moi, je fais le focus par exemple sur la commune de Dixine, où il me semble que vous avez des sérieux problèmes. Aboubacar Souma qui vous a quitté et qui a été élu député de l'UFDG, qui jure au nom de tous les dieux aujourd'hui qu'il va retirer Dixine des mains de l'UFDG. Bon, écoutez, moi en tant que responsable de l'UFDG, je dois me réjouir de la position aujourd'hui dominante de l'UFDG sur la scène politique guinéenne. Nous venons de prouver que l'UFDG, c'est un grand parti qui est présent sur toute l'étendue du territoire national. Pour un parti politique d'opposition dans un pays policier dirigé de main de fer par Alpha Condé, où tout est parti-État dans notre pays, que l'UFDG arrive à présenter partout dans le pays, dans toutes les sous-préfectures de notre pays. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est important justement la piste que vous abordez là. Combien de candidatures? Nous avons 325 candidatures sur 342. Les 17 sous-préfectures, donc communes rurales, où nous n'avons pas présenté des listes, c'est parce que nous avons eu des difficultés administratives pour la constitution des dossiers. Et jusqu'à la fin, on n'a pas pu terminer cette constitution et ne voulons pas jouer le jeu du RPG qui voulait encore qu'on reporte la date. Nous sommes
contenté de n'a pas présenté des candidatures dans ces sous-préfectures. Nous avions toutes les candidatures donc sur toute l'étendue du territoire, mais nous n'avions pas fini la constitution des dossiers dans ces 17 sous-préfectures. Nous avons rencontré énormément de difficultés, mais encore une fois, que nous devons nous réjouir qu'on ait en Guinée un parti politique d'opposition qui aujourd'hui peut prétendre être présent partout dans le pays, alors que durant des années on a essayé de qualifier l'UFDG de communautaire, du Fouta, l'isoler dans le Fouta et tout le combat de Alpha c'est ça. Aujourd'hui, nous avons démontré à travers ces candidatures que l'UFDG, nous avons dépassé cette affaire de fief, cette affaire de parti régional. Nous sommes donc vous êtes présents. allé même dans le supposé fief du RPG. Aujourd'hui, Alpha Condé a des sérieux problèmes avec son RPG, avec l'UFDG qui va les titiller dans leur propre fief. Au sein des sous-préfectures, là-bas, les dernières sous-préfectures de la Haute-Guinée, vous allez voir des lieux là-bas où nous n'avons que deux partis, partout, dans les sous-préfectures là-bas, c'est RPG, UFDG, partout, en forêt, et vous allez voir, nous allons avoir des conseillers partout dans le pays. Bien. Des conseillers partout, et c'est un objectif qu'on s'est fixé depuis longtemps qui va se réaliser. Pour la constitution des listes, nous avons rencontré des problèmes qui sont d'ordre administratif, et parce que les cartes d'identité nationales ne sont pas accessibles. Je crois que le gouvernement doit tirer les leçons de cette affaire pour comprendre que l'administration n'est pas présente dans nos villages. Le système d'état civil. Le système d'état civil n'est pas là. Les gens, pour avoir un jugement supplétif ou un extrait de naissance, il faut qu'ils se déplacent pour aller dans les préfectures ou parfois venir jusqu'à Conakry. C'est très difficile. On nous dit non, les gens n'ont pas leur carte d'identité, c'est leur négligence. Non, lorsque vous êtes à Balandougouba, dans un village comme ça, vous ne voyagez pas, vous n'êtes pas candidat à quelque chose. Donc vous n'avez pas, vous dites que j'ai pas besoin d'une carte d'identité, surtout que vous ne pouvez pas la trouver sur place. Bien. Pour la trouver, il faut investir de l'argent, il faut investir de votre temps, il faut vous déplacer. Vous dites j'en ai pas besoin parce que je ne l'utilise pas. Et donc vous restez là. D'autres disaient que ces obstacles-là ont été, si vous voulez, faits exprès pour décourager certains partis d'avoir le maximum de listes de candidatures. Est-ce que c'est l'impression que vous avez? Je crois que ça ne peut pas être ça parce que le RPG en a souffert aussi. Bien. Je crois que c'est simplement le manque d'administration qui existe. Voilà, le manque d'administration dans nos villages parce que le président de la République et son gouvernement, ils n'ont pas pris les dispositions pour donner aux populations leur carte d'identité, leur extrait de naissance, une administration civile, un état civil une bonne administration dans nos villages et dans nos préfectures. Ça, ce n'est pas la population, mais c'est la défaillance même de notre administration et de notre exécutif. Nous avons aussi rencontré des problèmes dus à cette fameuse neutralité de l'administration. Vous prenez Kori Kondiano d'abord, avant les préfets. Kori Kondiano, président de l'Assemblée nationale. Il vient à Kondiadou, son village natal. Il dit qu'il n'y aurait pas une autre liste à Kondiadou que le RPG parce que selon lui, il aurait honte de Alpha Condé et puis il aurait la tête baissée. Il faut que les sages, les femmes, les jeunes l'aident à ne pas avoir une autre liste là-bas. Un président de l'Assemblée nationale qui interdit ce que la loi a autorisé. Ça, il va dans nos listes. Nous avions déposé une liste la première fois, les premiers au niveau de Kondiadou, avant le RPG, avant tout autre auprès parti, de la commission de réception. Auprès de la commission de réception. Ils vont rencontrer nos candidats qui sont sur les listes pour d'abord les corrompre. Avec de l'argent? Pour les corrompre, pour dire sortez de ces listes. Ils ont réussi à faire retirer 3 de nos candidats. Évidemment, en passant par la famille, là, une pression. Oui, mais c'est une stratégie politique. Oui, je suis d'accord. Mais la fin en politique. Non, attention. Le président de l'Assemblée nationale
deuxième personnalité de notre pays, c'est une honte pour notre pays. Est-ce que vous dites que c'est lui qui a été Mais nous avons les preuves, j'en ai parlé, il n'a jamais démenti. Vous avez débauché vous aussi des têtes de liste, par exemple, du parti de Faya Milimono à Djekedou, je crois. Non, pas du tout. Têtes de liste, non, deux pas ou du trois tout. têtes de liste Pas du tout. du parti de Faya. Non. Faya l'a dit clairement. Non, Faya, c'est-à-dire que Faya, ça c'est une autre histoire. Lorsque des partis comme de Faya croient qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas, voilà, c'est-à-dire qu'ils vont aller dire tel ou tel, c'est un militant de mon parti parce que les gens viennent par curiosité. L'UFDG n'a jamais débauché non, mais pas du tête tout. de liste du BL? Non, pas du tout. Comme le RPG vous a fait? Je vous dis pas du tout. Bien. Non, le RPG n'a pas réussi à débaucher quelqu'un de chez nous. Je dis qu'ils ont fait retirer ces trois-là, par exemple. On a repris donc la procédure, donc la liste. On a fini. On est venu après, les gens de Kori sont passés maintenant vers les menaces. C'est le même cas à Albadaria, c'est le même cas à Beila là-bas, dans des sous-préfectures où les sages ont dit non, on ne peut pas accepter 2 ou 3 listes ici, il faut que ce soit une liste du RPG, point barre. Que tout le monde rentre dans ça. On est même allé, on a même poussé la bizarrerie jusqu'à demander au parti comme à l'UFDG de donner 3 noms, et puis c'est à eux là-bas de choisir les rangs, l'ordre sur la liste, parce que eux, c'est interdit d'avoir ici 2 listes. Nous avons refusé. Bien. Donc il y a 2 sous-préfectures à Beila là-bas où nous n'avons pas accepté de jouer ce jeu, et c'est pour cette raison que nous ne sommes pas présents là-bas, parce qu'on ne peut pas accepter quand même de jouer à ce jeu. Est-ce que vous avez posé ce genre de problème quand même à la CENI? Mais ils sont tous au courant, et régulièrement, vous m'avez suivi dans les médias, régulièrement, tous les jours, je faisais en quelque sorte le rapport de tous ces manquements. Et puis, bien sûr, on a trouvé des solutions par-ci, mais il faut dire que notre administration, elle n'est pas neutre. Notre administration, elle est absorbée par le RPG Arc-en-Ciel, et c'est malheureux pour notre pays parce que des sous-préfets zélés vont dans les familles menacer les gens. Vous ne pouvez pas vous présenter ici, et puis avec des termes à relang ethnique. Pourquoi vous allez avec les autres? Pourquoi vous faites ceci? Vous voyez, ça c'est des sous-préfets et des préfets qui agissent ainsi. Malheureusement pour eux, et heureusement pour nous et la démocratie guinéenne, les gens ont résisté. Les militants de l'UFDG qui sont convaincus dans les villages de la Haute-Guinée ont résisté et sont engagés, ils sont déterminés à gagner ces élections parce qu'ils savent qu'il s'agit aussi de leur pouvoir. Et c'est à juste titre que je demande aux gens, aujourd'hui, à tous les militants de l'UFDG, d'aller retirer leur carte. Quel que soit le combat que vous menez, les manifestations, tous les sacrifices consentis, si vous ne votez pas, le combat est inutile. Voilà. Donc c'est inutile, il faut aller retirer vos cartes, aider les autres à faire de même et se préparer à voter les listes de l'UFDG. On va même parler de cette opération de distribution des cartes électorales où certains commencent à se plaindre déjà, où on parle de doublons, de multiples cartes pour une seule personne. Mais d'abord, l'UFDG, sur le terrain des préparations, face à quelques obstacles. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'obstacle à Kankan, en tout cas. Quand on parle par exemple à Conakry, vous avez l'ambition de prendre des mairies comme la mairie de Kaloum, la mairie de Dixine. L'ambition c'est d'avoir les 5 sur 5. De Ratoma. Vous voulez avoir et c'est faisable. Vous voulez avoir les 5 communes. C'est faisable. Pour l'UFDG. Oui. Parlons rien que de Kaloum et de Dixine. D'abord, Dixine, vous avez un ancien de l'UFDG, le député Souma, qui, je l'ai dit, jure au nom de tous les dieux que cette fois-ci, il retire Dixine des mains de l'UFDG, et pour les législatives de 2018 et pour ces communales qui arrivent. Je vous parlais tout à l'heure de mégalomanes qui croient qu'ils sont ce qu'ils sont loin d'être. Il s'agit par exemple d'Abouakar Souma. C'est les autres qui ne connaissent pas Abouakar Souma qui vont avoir peur de ce qu'il dit. Nous on le connaît. Ah bon? On sait exactement comment il fonctionne. Abouakar Souma n'a pas une autre parole dans sa bouche que cette parole à relang ethnique. Yeah. Aujourd'hui, à Dixine et ailleurs, dans la Basse-Côte, lorsqu'il tourne,
c'est pour dire aux gens, ne votez pas pour ces peuls, ne votez pas pour ceci, c'est nous qui sommes propriétaires de ceci, et ils ne peuvent pas venir, vous ne pouvez pas lever des gens chez eux pour venir nous commander chez nous. Mais quel est le discours qui lui a valu la fonction de député de l'UFDG? Non, écoutez. Uninominal de Dixine. Bien sûr, il a été un militant de l'UFDG. Il a adhéré en 2012, étant un ancien maire de Dixine. Il a été débarqué de cette commune. Il a adhéré donc à l'UFDG en 2012. C'est une personne ressource, on ne peut pas nier cela. C'est une personnalité de notre pays qui, nous avons pris la décision au niveau de la direction nationale de le présenter comme candidat uninominal en 2013. En 2013, il a gagné, donc l'UFDG a gagné, et aujourd'hui il a choisi d'aller vers au RPG. C'est pas un problème. Mais pour vous, ce n'est pas un obstacle à Dixine? Non, mais pas du tout. Il peut pas être un obstacle. Bien. Il peut pas être un obstacle parce que j'ai toujours dit que les seuls qui pourront un jour isoler l'UFDG ou Cellou Dalein, c'est les militants de l'UFDG. Ce n'est pas les cadres, ce n'est pas Alpha, ce n'est pas le gouvernement. Ils ont tout fait depuis 2011. Et d'ailleurs, la raison de l'échec, l'une des raisons de l'échec de Alpha Condé depuis son arrivée au pouvoir, c'est justement parce que tout son objectif depuis qu'il est arrivé, c'est comment isoler Cellou Dalein, c'est comment détruire l'UFDG. Le seul contre-pouvoir qu'on a dans ce pays, c'est l'UFDG. Donc il faut détruire l'UFDG. Il a passé tout son temps à faire de l'opposition à Cellou Dalein, il ne s'est pas occupé des vrais problèmes, et aujourd'hui, il se retrouve dans une situation où il va faire une promesse aujourd'hui, il va oublier qu'il l'a fait hier, il la répète aujourd'hui. C'est comme cette affaire d'usine de tracteur ou de canne à sucre à Parana. Donc voilà, c'est tout ça. Alors donc, pas d'obstacle à Dixine, pas d'obstacle non plus à Kaloum. Kaloum quand même, c'est une commune d'enjeu. Attendez, nous avons des adversaires partout. Ouais, je sais. Je viens de vous dire qu'on a présenté des candidats. Vous avez quand même nous avons des adversaires, et nous nous battrons pour gagner. Vous comprenez? Et je dis que nous mettons le pouvoir en défi d'organiser des élections libres et transparentes et de voir ce qui va se passer. Nous allons rafler la grande majorité des communes dans notre pays si les élections sont transparentes. Et nous allons nous battre pour que ces élections soient réellement transparentes. Et justement, en parlant de l'aspect transparent, c'est là-dessus qu'on va terminer cette première partie d'émission. Parler des activités de la CENI jusqu'à date. Est-ce que au début, vous étiez tous contents de la démarche d'abord de Kébé en tant que tel, d'aller voir tout le monde, de prendre en compte les avis des uns et des autres. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de distribution des cartes d'électeurs. Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que vous êtes content du processus ou est-ce qu'il y a des moments où vous pensez que ce n'est pas en train d'être bien fait, le processus, les activités de la CENI? Écoutez, c'est vrai qu'il faut noter une différence positive entre Maître Kébé, parce que c'est la même équipe, il ne faut pas qu'on fasse croire que c'est... Voilà. Donc Maître Kébé, président de la CENI, et Bakary Fofana. Parce qu'avec Bakary Fofana, c'était le mépris total. Rendez-vous compte que depuis que Bakary a été, c'est en 2013, ou en fin 2013, président de la CENI, il n'a rencontré personne, aucun leader politique, il n'est allé à aucun siège d'un parti politique, alors que la CENI, elle est là pour les partis politiques. Donc il faut noter cette différence, nous l'avons saluée, et cette volonté de travailler et d'inclure toutes les parties prenantes à ces élections, donc on a salué cela, car cela nous tienne. Au niveau du fonctionnement de la CENI, nous avons toujours des problèmes parce que j'ai signalé dans la presse le fait d'avoir favorisé le RPG jusqu'après la date butoir du dépôt des listes de candidature. Vous savez, au début, la stratégie du RPG, c'était de dire chacun pour soi, Dieu pour tous au début, et puis on se retrouve au deuxième tour. Avec ses alliés, quoi. Avec ses alliés, comme l'a fait les partis de l'opposition. Les partis alliés
s'en sont plaints. Et notamment l'UPR, GPT surtout. GPT, ouais. Donc, ils se sont retrouvés après pour dire, ok, on va faire liste commune. Mais entre-temps, il y avait déjà eu des listes à part qui étaient déjà déposées. Donc, à la fin, RPG avait deux problèmes. Le premier problème était un problème interne, un problème d'arbitrage. Il y avait des listes antagonistes partout, des clans à l'interne partout, et on n'arrivait pas donc à arbitrer. Et puis il y avait ce problème des partis politiques GPT-UPR qui avaient déposé des listes seuls. Donc il était question non seulement d'arbitrer à l'interne, mais aussi de retirer les listes GPT ou UPR dans des localités et en faire et déposer une liste commune d'alliance. Et ça, ils ont duré, la date est passée, mais ils ont continué quand même à déposer. Et la CENI a continué des listes. Bien sûr, à des moments, lorsqu'on en a parlé, la question a été posée aux gens des CECI, des CESPI, des démembrements. À chaque fois, on nous dit non, l'ordre vient d'en haut. D'en haut, c'est qui? C'est Maître Kébé. Donc, il y a eu... Ou du moins la direction des opérations, où il y a Étienne. Bon, en tout cas, c'est là, nous, on dit c'est Maître Kébé. C'est la CENI. Donc, il y a eu ces problèmes et ces problèmes continuent. Jusque-là? Bien sûr, ces problèmes de favoriser le RPG continuent à beaucoup de lieux. Et ces cartes, la distribution de ces cartes-là est aussi une illustration de... Et justement, le cas des cartes d'électeurs. Nous sommes à la phase accordée au RPG. La phase de distribution des cartes. Est-ce que là aussi, vous avez remonté auprès de la CENI? C'est quoi qu'on constate? C'est-à-dire qu'une personne qui a 2 cartes ou 3 cartes vous savez, il y a une réunion technique tripartite qui a lieu presque tous les jours à la CENI. Donc tous les problèmes sont remontés presque quotidiennement. Donc ils sont au courant des problèmes. Oui, nous avons eu... Ça vous fatigue qu'une personne ait... Bien sûr, c'est le signe... Il y a votre collègue tout à l'heure a montré 2 cartes qu'il a reçues. Lui seul. Mais il y a d'autres personnes qui ont 5. Carrément. Qui ont 4, qui ont 6, et dans beaucoup de lieux. Et ça, c'est des lieux où on dit, bon, c'est ce qu'on voit. C'est qu'on ne voit pas, parce que vous savez, il y a un problème de confiance. Ce genre de situation peut nous amener à quel schéma de fraude? Une personne qui a 2, 3 cartes. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que lorsqu'une personne a 2 ou 3, 5 cartes, on peut toujours régler s'il y a une bonne foi derrière. Parce que lorsque la personne vient voter, normalement, la même personne ne peut plus venir voter. Normalement. Donc là, la CENI a toujours une marge de manœuvre pour régler ce genre de problème s'il y a la bonne foi derrière. Mais en tout cas, l'expérience que nous avons eue, les expériences que nous avons eues en 2010, 2013 et 2015 ne nous encouragent pas pour cette fois-ci non plus. Bien. Et on va suivre aussi cet élan de préparation de ces élections du 4 octobre par les partis politiques. Au moment des campagnes officielles, nous recevrons bien entendu les candidats pour nous parler de leur projet de commune. Là-dessus, on va observer une petite pause et chuter en 5 minutes par la question de la vie à l'intérieur même de l'UFDG. Tout de suite après la pause. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place
à Kindia est vendu avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diati Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korosa 669 0059 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme vous le constatez, toujours à mes côtés, ici, Alpha Boubacar Ba, il est le responsable de la communication de l'UFDG. Avec lui, nous avons parlé de ce verdict dans le dossier Mohamed Koula. Vous avez donc compris la position du parti UFDG et le parti UFDG vers les élections communales, les préparatifs, les zones où ils ont enregistré des difficultés lors des dépôts des candidatures. Eh bien, les obstacles qu'il compte relever, il en a parlé. Cette fois-ci, parlons de cette autre situation qui fait un peu l'actualité aujourd'hui au sein de l'UFDG et qui concerne la cellule de communication dont vous êtes vous-même le patron à l'UFDG, des jeunes gens de cette cellule de com. En ont après vous, en tout cas ont quelques dents contre vous, Corboya, Yemberin, je ne sais pas qui d'autre. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de la cellule de communication de l'UFDG dont vous êtes donc le patron? Bon, écoutez, jusqu'ici, je n'ai pas voulu commenter cette affaire. Parce qu'au fait, en Guinée, on aime bien donner de l'importance à des événements qui ne méritent pas d'être en tout cas pris en compte par l'opinion. Cette affaire de communicants de l'UFDG, il y a beaucoup plus de calomnie, de diffamation que de la vérité. Il faut dire que au départ, je ne comprenais même pas c'est quoi le problème. Parce que chaque personne parmi eux que tu appelais te disait une autre chose, différente de ce que son ami a dit. Les revendications qu'ils avaient au départ, c'est de dire qu'ils n'étaient pas considérés au sein de l'UFDG, qu'ils n'avaient pas une reconnaissance de la direction nationale et que le secrétaire général Aliou Condé aurait dit qu'il n'était pas du tout reconnu. Alors, moi j'ai répondu par exemple à cette question en appelant quelques-uns parmi eux pour leur dire que c'était injuste. Injuste dans la mesure où c'est des jeunes avec lesquels nous travaillons depuis 2007 tous les jours. Nous avons des réunions périodiques avec eux. Mais il faut dire que les auditeurs, ce sont des auditeurs libres. Ce sont des citoyens libres qui ont choisi de défendre l'UFDG. Dans les médias. Mais qui ne sont pas dans les structures statutaires de l'UFDG. D'accord. Et qui ont demandé à être maintenus, à conserver cette indépendance. Vis-à-vis du parti, vis-à-vis du parti et de l'appareil même du parti. Mais il y a eu une collaboration qui est née. Comme ils défendent l'UFDG, il faudrait bien qu'ils parlent de la position réelle de l'UFDG. Donc il y a eu un pont qu'on a mis entre eux et nous. Donc on travaille ensemble étroitement. Ils sont toujours avec... le président les rencontre de temps en temps. Mais pourquoi le secrétaire général, le directeur de la communication quand Tiangel était là, moi-même, le vice-président chargé de la communication, mais tout le monde. Et pourquoi ils peuvent se plaindre? Et ils participent à toutes les activités. Donc la frustration vient du fait
que 2 d'entre eux ont négocié pour eux-mêmes, pas au nom de leur association. Ils ont négocié pour qu'ils soient retenus dans les listes sur les listes de candidature de l'UFDG. Pour ces communales. Pour ces communales. Chacun d'entre eux a appelé le secrétaire général, Alpha Boubacar ou Adja Alimatou ou un autre, chacun en fonction de ses propres liens. Pour être positionné. Pour être positionné. Sur l'une des listes. Voilà. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour ces 2. D'accord. Les 2 sont revenus lorsque ça n'a pas... Parce qu'on leur a dit, allez-y à la base. Que la règle, ce sont les structures de la base. La fédération, la section et le comité de base, ce sont eux, ce sont elles qui se rencontrent, les responsables là-bas, et puis qui fournissent, qui proposent une liste à la direction. La direction va arbitrer s'il n'y a pas de consensus. Bien. Vous comprenez? Donc, lorsque ça n'a pas réussi, lorsqu'on les a renvoyés vers les structures de base et qu'ils n'ont pas réussi à intégrer les listes proposées, ils sont revenus avec leur casquette après, je suis communicant. Le général Aliou Condé a dit à une fille parmi eux, lui dire, écoute, tu es jeune, tu es fille, tu es communicante, tu as 3 avantages. Va voir tel fédéral, il va certainement prendre ta demande en compte. D'aller les convaincre, en fait. Oui, d'aller les convaincre. Ça n'a pas fonctionné. Pas pu faire. Après, ils reviennent pour dire non, on est communicant, on est auditeur, on est supposé avoir. On dit non, il n'y a pas de quota pour la cellule de communication, pour auditeur, pour tel mouvement de soutien ou pour tel autre mouvement de soutien. Ils disent qu'on a donné à d'autres mouvements de soutien, comme la section motard. La section motard a écrit, oui, pour demander un quota. Le président leur a renvoyé, comme les autres, vers les structures de base. Allez-y dans les structures de base. Vous avez un avantage d'avoir 2 casquettes. Les gens vous connaissent. Vous participez. Allez-y dans les structures. Ils sont partis. Beaucoup d'entre eux ont eu gain de cause dans les structures. Donc le problème, c'est que c'est des gens qui parlent certes au nom du parti, qui défendent l'image du parti, mais qui ne sont pas impliqués dans la vie du parti à la base, dans les structures. La plupart d'entre eux ne sont pas dans les bureaux. Ne sont pas dans les comités de base, sections. Il y en a beaucoup qui sont dans ces structures et qui n'ont pas eu de problème. Bien. Parce que je vous dis que seul Conakry simplement, vous allez avoir 16 personnes qui sont des communicants, qui sont sur les listes et qui sont bien placés. D'accord. Parce que tout simplement, évidemment, ils ont compris très tôt. Parce qu'en fait, je ne comprends pas comment les communicants eux-mêmes n'ont pas compris la procédure, alors que la procédure a été dite dans les réunions, au bureau exécutif, à l'Assemblée générale, publiquement, que ce sont les structures qui proposent les listes. Eux, ils restent jusqu'à la dernière minute sans aller gérer ça là-bas et venir. Donc tout le problème est parti de là. Le problème est parti de là. Or, c'est ça la vérité. Eux, ils vous ont accusé aussi de détournement. Bien sûr. Après maintenant, il y a eu, bon, lorsqu'on rentre dans ce qu'ils ont appelé rébellion ou leur grève, évidemment, il faut trouver des arguments. Bien. Et après, on est parti de nous ne sommes pas considérés jusqu'à pour dire on est jeune, on est utilisé comme des mouchoirs, on nous rejette. Et puis après, on est reparti vers l'argent. Alpha Boubacar aurait détourné 1 milliard, c'est ce qu'on a dit dans mais c'est pas vrai. Oh, mais attendez, il n'y a pas de budget pour les communicants. Bien. Il n'y a pas de budget. Lorsque nous avons des activités, il y a un budget pour telle ou telle activité. Vous comprenez? Maintenant, si quelqu'un a un problème ou ceci, il vient poser le problème là où il doit le poser, on peut trouver une solution. Bien. Et en plus, je l'ai répété, les gens ont dit non, vous n'avez pas pris contact avec eux pour discuter. Non, on ne peut pas prendre contact avec des gens qui se rebellent et qui se disent je demande le départ. S'ils demandent mon départ, mais attendez, c'est pour eux, ça veut dire que je ne suis plus apte à partir négocier avec eux. Donc, dans le parti, il y a la discipline. Il y a des textes qui régissent le fonctionnement du parti. Et dans ce genre de situation, si vous avez des revendications, si vous êtes frustré, si vous voulez vous avez un problème, il y a des instances du parti.
S'ils ont des problèmes avec leur supérieur hiérarchique direct que je suis, mais il y a le bureau exécutif, il y a le vice-président chargé de la communication qu'il rencontre tout le lundi. Tous les lundis, il rencontre ce monsieur Chérif Ba. Bien. Mais ils ne l'ont jamais dit. Ils n'ont jamais déposé une lettre. J'entends dire qu'ils ont déposé une quinzaine de lettres. Il faut qu'ils aillent chercher là où ils ont déposé leurs lettres. Bien. Donc il n'y a pas de lettres. Ils n'ont pas dit ça. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, ils n'ont qu'à finir leur grève. Et puis le parti va sévir. Parce que la discipline va prévaloir. C'est-à-dire que vous allez arrêter de collaborer avec eux? On ne peut pas, non, c'est pas ça. On ne peut pas arrêter. De toutes les façons, ils travaillent déjà. Et il reste des militants du parti. C'est entre eux maintenant qu'ils s'accusent mutuellement, tel et ceci, tel et cela. J'ai même entendu lors d'une émission de grande écoute en direct où on dit non, votre invité là-bas, il n'est plus notre porte-parole. C'est ridicule, c'est devenu ça, c'est entre eux. Mais moi, je les encourage à vraiment revenir dans les rangs. Bien. Et à arrêter de se quereller. Le mouvement n'est pas le bon. En tout cas, au moment pour se quereller. Actuellement, le parti a besoin de tous ses militants, qu'on se rassemble, qu'on se mobilise pour gagner ces élections, qui ne sont pas faciles. Bien, pour aller vers les élections. Qui ne sont pas faciles. Nous devons les gagner et le parti a besoin de tous ces bras valides. Bien. Et je les appelle à venir au bureau de CBG pour poser leurs problèmes. On va voir si on peut trouver la solution à leurs problèmes pour qu'ils se remettent au travail. Le parti a besoin d'eux et a besoin de tout le monde. Il faut qu'on arrête de se quereller parce que Paul ou Pierre n'est pas content. Lorsque Paul ou Pierre n'est pas content, que ce dernier vienne poser son vrai problème et puis qu'on règle ça à l'intérieur. Ce n'est pas dans les médias qu'on doit poser les problèmes du fonctionnement du parti. Et lorsqu'on le fait, si on viole les textes du parti. Et lorsqu'on viole les textes du parti, le parti va sévir. Bien, et voilà comment une solution peut être trouvée à ce problème ou à cette petite crise à l'interne de l'UFDG. Et pour terminer en 30 secondes, je t'ai vu un peu ricaner tout à l'heure des promesses d'Alpha Condé. Est-ce que ça veut dire que l'UFDG a des problèmes avec Alpha et ses promesses? Non mais, franchement, lorsque nous écoutons le président de la République, maintenant, on se demande bien si il a du respect pour le peuple de Guinée. Franchement. Parce qu'on ne peut pas, depuis 7 ans, vous êtes élu, quelle que soit la façon dont vous êtes élu, mais vous êtes le président de la République. Vous avez le budget, tout est voté et vous avez le pouvoir d'exécuter. Donc tous les problèmes que vous avez dénoncés avant, désormais à partir de décembre 2010, on vous a dit à partir de l'instant, trouver des solutions. Depuis décembre 2010 jusqu'hier, le président de la République continue à être le leader politique. Je vous ai dit qu'il s'oppose à Cellou Dalein depuis tout ce temps. Vous avez vu à Kankan, là aussi, où est Air Guinée, où sont les rails, où est Guinomar. Mais Guinomar, il sait là où il y a Guinomar, parce que c'est lui qui revend Guinomar à son ami Diané. Ah bon. Il le sait. Donc, problème d'électricité, on n'a pas d'électricité. On n'a aucune nouvelle université depuis qu'Alpha Condé est là. On n'a une nouvelle clinique, centre hospitalier, on n'en a pas. Donc, qu'on avait depuis l'indépendance. On a au moins la clinique de son ami. Non, attendez, ça c'est un business de Kouchner et Alpha. Vous comprenez? Donc, Alpha Condé continue à promettre, et puis parfois, lorsqu'il parle, l'usine de canne à sucre, vous avez vu où usine de canne à sucre? Usine militaire. On fabrique des militaires là-bas, usine de pommes de terre congelées. Vous avez sérieusement un problème avec ça? Non, il faut qu'il arrête. Bien. Il faut qu'il soit, au moins pour les 2 ans qui lui restent là, président de la République de Guinée, pas opposant. Un président ne dénonce pas. Un ministre ne dénonce pas. Tu es là-bas pour exécuter. Lorsqu'il y a un problème, et trouver des solutions. Tu trouves une solution. Il n'a qu'à laisser les critiques et les dénonciations à Cellou Dalein et à nous autres opposants. Lui, il est là pour régler les problèmes. Malheureusement, les Guinéens, ils n'ont pas eu la chance. Bien. On a Alpha Condé qui continue à nous promettre. Et puis les Guinéens, je ne sais pas pourquoi on ne l'interpelle pas souvent pour lui dire, écoute, attention... Vous avez déjà promis ça. Koro, tu as promis ça avant-hier. Cette affaire d'usine de camions, de tracteurs. Mais il avait promis ça en mars dernier. Il avait dit, au mois de mars, avant le 31 mars, il y aura une usine de montage de tracteurs et de camions. Il va à Kankan, il dit la même chose d'ici la fin de l'année.
là-bas à Cancan, il avait promis fin 2016, il avait dit d'ici 18 mois, non, d'ici une année, vous allez avoir un aéroport international ici. Il croit qu'il tourne un film. Air Guinée devait aller être au rendez-vous. Guinée Express qu'il a inauguré ici, en fanfare, il prend les Guinéens pour des bonariens, franchement. Bien. Il vient inaugurer un avion ici, on loue un avion, on le dépose ici, on vient, il prend des photos, il fait la communication. Bien. En tout cas, le FDG qui a un sérieux souci avec les promesses d'Alpha Condé, pourvu que vous montriez l'alternative au peuple de Guinée, on vous verra bien à la tâche lors des campagnes et tout. Merci en tout cas Alpha Bakar d'être passé dans cette émission. À très bientôt. Beaucoup. Merci beaucoup. À vous, merci de votre attention et à demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.